Parce que là, c'est une journée nationale d'action. C'est pas une grève générale, hein. C'est une journée qui se veut nationale d'action. Et le salarié qui est dans une entreprise qui va très bien ou qui va très mal, l'inflation, il la vit et il va voir son patron en lui disant... Ce qui montre d'ailleurs le caractère assez inégalitaire de cette crise, à la fois sur l'exposition de l'inflation, parce que selon votre consommation d'énergie, selon votre lieu d'habitation, sur votre mode de transport, vous n'avez pas déjà le même choc inflationniste. Donc forcément, il y a ça, et puis il y a la réponse à cette inflation, c'est que l'évolution des revenus n'est pas la même. Si vous êtes au SMIC, par exemple, qui va être indexé, il va augmenter de 8%. Par contre, si vous êtes 10-20% au-dessus du SMIC, rien ne vous garantit une augmentation. Donc vous avez ce risque aussi de rattrapage et de tassement des salaires là-bas. J'ai un auditeur qui m'a écrit que sa femme est en train de se faire rattraper par le SMIC parce que justement, elle est juste un peu au-dessus. Ce qui est une catastrophe. Je veux dire, si on a un tassement des salaires vers le bas avec une forme de smicardisation des bas salaires, c'est assez catastrophique. Donc la question c'est ce qui se passe. Se poser la question, c'est effectivement, vous l'avez dit, il y a à la fois la question générale, c'est-à-dire on a un choc macroéconomique, et puis après c'est les réponses microéconomiques. Le choc macroéconomique, c'est simple, hein, c'est à peu près 3 points de PIB. C'est-à-dire que quand on regarde ce que ça représente, le choc énergétique sur l'impact sur l'économie française, c'est 3 points de PIB. 75 milliards d'euros. Entre 70 et 80. On a fait des comparaisons, c'est équivalent au premier choc pétrolier. Donc c'est pas rien. Hein. En gros, l'État fait à peu près la moitié du job en couverture sur le bouclier tarifaire, la remise carburant dont vous parlez. On est à peu près autour de 40 milliards, 45 milliards, ça dépend des années, hein, sur... les mesures pour protéger en gros les ménages et les entreprises du choc énergétique. Donc il reste l'autre moitié. Et l'autre moitié, c'est la question, c'est qui paye en fait cette facture énergétique? Est-ce que c'est les salariés qui perdent du pouvoir d'achat ou est-ce que c'est les entreprises et les actionnaires qui voient leurs profits diminuer? Les deux. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Oui. C'est que forcément, il y a des perdants. La question, il faut que ces pertes soient équilibrées. Qu'elles soient équilibrées et que les plus fragiles soient les moins exposés. C'est-à-dire qu'effectivement, on parlait des bas salaires. Effectivement, la personne qui gagne 20-30% de plus le SMIC, qui va devoir prendre sa voiture tous les jours, etc., qui va être extrêmement exposée et qui ne verrait pas d'augmentation de salaire, c'est vraiment une grande difficulté pour cette personne-là. À l'inverse, effectivement, le conflit chez Total n'est pas forcément représentatif de la situation des entreprises françaises. Vous avez à la fois d'un côté des super profits, ce qui n'est pas le cas de la plupart des entreprises aujourd'hui, et des super revendications. Donc on n'est pas dans quelque chose, ça montre juste un conflit social important sur cette question du partage de la valeur ajoutée, mais c'est pas représentatif de l'ensemble. Et j'aurais tendance à dire qu'on est un peu malheureusement au début des difficultés, parce que pour le moment les salaires ont assez peu augmenté, ils ont augmenté de 3%. Avec les hausses du début de l'année. Au deuxième trimestre, on est à 3%, on était à 1,5% il y a encore 3 trimestres, donc ça a augmenté, ça a doublé, mais l'inflation a triplé, voire quadruplé. Et donc, en fait, il y a une espèce d'inertie de l'augmentation des salaires par rapport à l'inflation. Et donc là, un certain nombre de salariés vont réclamer un peu leur dû en disant, regardez, moi je perds en pouvoir d'achat, c'est pas normal. Mais le salarié arrive à un moment où l'entreprise peut se retrouver justement qu'avec des difficultés de trésorerie pour pouvoir répondre. Mais sauf que voilà, la question c'est les capacités, et je termine là-dessus, des marges de manœuvre de l'entreprise, mais il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est que désormais, tout le monde a intégré que ce choc inflationniste n'était pas temporaire. C'est pareil, c'est-à-dire que dans les revendications salariales, vous pouvez pas dire juste je mets une prime et ça va aller mieux. Le problème, c'est quand vous avez une prévision d'inflation... On arrive au bout de la prime. Le problème, c'est que quand vous avez une prévision d'inflation sur 2 ans d'au moins 10%, la question, c'est comment vous faites... Vision à 10%, Mathieu 10% sur 2 ans, de 22-23. Vous regardez, c'est 10%, c'est beaucoup 10%. Hein. Oui, je ne pense pas qu'il y ait beau. Et donc la question, c'est effectivement, vous avez une hausse permanente des prix. Et donc cette question, elle est importante. C'est-à-dire que les primes peuvent aider à passer un cap, à un moment, mais malheureusement, c'est pas durable, contrairement au salaire. Donc en fait, ça va créer forcément des tensions dans la partage, cette valeur ajoutée entre d'un côté la rémunération effectivement des entreprises et des actionnaires et celle des salariés, c'est évident. Mais ça veut dire